Bonjour Marilyn. Bonjour Sabine. Alors, on va attendre un peu que les personnes se connectent et après, on va démarrer notre premier live. Bonjour Benjamin. N'hésitez pas, pour ceux qui sont présents, À vous signaler, à signaler votre présence. donc si vous souhaitez signaler votre présence, ce serait sympa. Faites-nous un petit coucou via les commentaires sous le direct. Comme ça, on saura et on vous fera de notre côté un petit coucou aussi. Bonjour Claire. Bonjour Claire. Bienvenue. Bienvenue. J'envoie un lien à quelqu'un qui n'arrivait pas à se connecter. Voilà. Ok. On attend encore un petit peu, il est juste 19 h, le temps que tout le monde arrive. Bonjour Victor. Bienvenue. Bonjour Oriane. Bonjour Oriane. Alors Victor, je pense qu'il vient d'Allemagne en plus. Il nous fait l'honneur de se connecter d'Allemagne. C'est super gentil. Alors. On attend encore un petit peu, on va pas trop tarder après puisque notre live ne dure que 30 minutes. Après, les autres personnes pourront nous rejoindre et poser des questions. Je retransfère encore un lien. Voilà. Ok. Non, c'est encore une autre personne qui n'avait pas trouvé le lien. Voilà, c'est bon. Après, ils vont nous rejoindre, je pense. Ouais, on va commencer, je pense que ce sera mieux pour ceux qui étaient là juste à l'heure. Donc, bonsoir à tous. Merci d'être présents à ce premier live d'une série qu'on espère longue avec Sabine, puisqu'on démarre cette série Flash Coach 30 minutes pour essayer de vous présenter un peu des thèmes relatifs au coaching, peut-être aussi des interviews qu'on essaiera de faire sur voilà, différents domaines, différents thèmes dans le domaine du coaching. Donc moi, je me présente, je suis Marilyn Giordano, je suis coach certifiée et formatrice, également accompagnatrice visuelle. J'ai créé mon entreprise Optime Coaching et je suis ravie aujourd'hui de faire ce live avec Sabine. Bien, bonjour à tous aussi, je suis donc Sabine, coach certifiée aussi, et moi je développe une activité de coaching auprès des particuliers et des entreprises sous le label Area Coaching. Et en parallèle, je continue à être chef de projet dans une banque. Et d'ailleurs, on utilise de plus en plus des outils de coaching dans la gestion de projet en général. Donc voilà, je fais une pierre deux coups finalement. Très bien, merci Sabine. Donc on va commencer. Alors avant de passer à vos questions, on va juste vous présenter un peu ce que c'est que le coaching et notamment ses origines. Donc en fait, au départ, les origines du coaching, ça vient du sport, puisqu'en fait, la gestion du mental, des émotions et aussi des comportements des sportifs, c'est vraiment essentiel à l'atteinte des grandes performances. Et donc, il y a eu ce besoin de développer de nouvelles compétences et de nouvelles approches pour développer les performances du sportif. Donc, on a commencé par le coaching sportif. C'est vraiment les origines du coaching.
Ensuite, ça a touché le monde de l'entreprise parce qu'effectivement, les cadres, les managers, souvent, ils ont du mal à faire face à la concurrence, à la compétition au sein de leurs entreprises, mais aussi au stress que génère la responsabilité et la pression qu'ils reçoivent. Et donc, il y a eu aussi ce besoin de s'adapter, de développer des compétences qui étaient proches et qui sont proches du coaching sportif. C'est le coaching d'entreprise. Et enfin, eh bien, tout le monde finalement veut être performant, pas seulement dans son entreprise, mais aussi dans sa sphère privée. Donc, il y a eu un besoin encore de s'adapter et de développer des compétences spécifiques aux besoins personnels, ce qui s'appelle aujourd'hui le coaching en développement personnel. En fait, le besoin global, c'est que chacun veut se sentir bien partout, que ce soit dans sa vie professionnelle et personnelle. Donc voilà, en 3 slides, vraiment les origines du coaching. Vous voyez que c'est parti du sport et puis petit à petit, ça s'est ouvert au niveau de l'entreprise et maintenant depuis plusieurs années au niveau de la sphère privée. Donc maintenant, en fait, le but de ce live, c'est bien sûr de répondre à vos questions. Donc cette petite introduction se voulait très très courte volontairement, puisque nous avons maintenant 25 minutes pour répondre à toutes vos questions. Donc je vous suggère et je vous propose, pour ceux qui sont connectés, de poster vos questions via les commentaires, via la petite fenêtre de commentaires de Facebook. Alors, on va laisser le temps de poser les questions. Mais donc déjà, Marilyn, moi, je vais t'en poser une question, parce que c'est une question qui revient souvent. Dis-moi. Le coaching est-il vraiment réservé aux personnes qui se sentent mal? Alors non, effectivement, le coaching, c'est vrai que parfois on peut avoir cette idée-là. Le coaching n'est pas exclusivement réservé aux personnes qui se sentent mal, puisque en fait, le coach va accompagner les personnes ou les équipes à trouver les ressources en eux pour pouvoir atteindre des objectifs qui se seront fixés. On peut très bien être très bien dans sa peau et avoir besoin d'un coach pour nous accompagner, par exemple, à appréhender un nouveau poste à responsabilité ou appréhender une reconversion professionnelle, par exemple. Donc, en fait, effectivement, on peut très bien être très bien dans sa peau et avoir besoin d'un accompagnement pour un objectif précis que l'on veut atteindre. Alors, effectivement, ce n'est pas spécifiquement pour les gens qui se sentent mal, qui ne se sentent pas bien, qui ont un mal-être, mais le coach s'occupe aussi des personnes qui ne se sentent pas bien dans leur vie et qui ont un mal-être. Donc, en fait, le coach peut tout à fait aussi accompagner, et ça arrive très souvent, des personnes qui sont, par exemple, moi, j'ai accompagné pas mal de personnes qui ne trouvaient plus de sens à leur travail, par exemple. Voilà, qui y allaient à reculons, qui manquaient de motivation. On peut aussi accompagner les personnes qui n'arrivent pas à gérer leur stress, qui n'arrivent pas à s'organiser, qui se sentent débordées tout le temps, aussi avoir plus confiance en soi. Donc vraiment, c'est vraiment très varié et on s'occupe à la fois des gens qui se sentent bien mais qui veulent faire des nouvelles choses et qui ont besoin d'un accompagnement et celles qui se sentent un peu moins bien et qui veulent retrouver un bien-être. Bonjour Karine de la Martinique, merci d'être avec nous. Bonjour Karine. Alors Sabine, tu as peut-être des choses à rajouter oui, sur ce je voulais juste compléter en donnant un exemple d'intervention du coaching en amont. On en a parlé, c'est le coaching sportif, puisque la préparation mentale intervient bien en amont des compétitions pour préparer le sportif au mieux dans son événement. Donc ça, c'est un exemple où on intervient en amont. On intervient aussi en amont, comme l'a dit Marilyn, dans les entreprises pour, par exemple, accompagner les changements. Typiquement, on intervient là, encore une fois, alors que les gens se sentent très, très bien. C'est juste accompagner les changements. Voilà. Très bien. Mais merci Sabine pour ce complément. Alors, on a une petite question de Benji qui nous dit quels sont les domaines précis où l'on nécessite et si c'est dans tous les domaines, est-ce qu'on peut citer des cas fréquents? Est-ce que tu peux commencer, Sabine, à répondre à cette question? Alors, il n'y a pas de domaine précis. C'est d'ailleurs un petit peu aujourd'hui le problème du coaching, c'est qu'on en entend parler partout. On entend parler de coach scolaire, de coach d'équipe, de team coaching, de coaching de décoration d'intérieur. Donc, on s'y perd un petit peu. Si on parle vraiment du coaching, ce qu'on va expliquer ce soir, le coaching au sens pur du terme,
on est vraiment là pour accompagner les personnes dans leur développement personnel ou alors dans le cadre d'un projet, comme on l'a dit, pour développer un projet. Donc, les domaines précis. Alors oui, il y a des gens qui sont spécialisés au regard de leur expérience. Hein. Par exemple, quelqu'un qui va avoir, on en connaît Marilyn, je crois que c'est d'ailleurs Claire, hein, qui est d'une très belle voix, mais elle a développé un coaching d'accompagnement dans tout ce qui est accompagnement vocal pour aider les gens à mieux s'exprimer oralement. Voilà, on peut se spécialiser dans le coaching. Et le coaching peut à la fois toucher tous les domaines, mais pas n'importe quoi. Je ne sais pas si je me suis bien expliquée, mais… J'espère que Benji est content de la réponse. Oui, effectivement, il y a plein de domaines qui peuvent être accompagnés par un coach. Et oui, tu as parlé du domaine de la voix notamment. Il y a donc savoir parler en public, etc. C'est très important, très intéressant. Il y a aussi, bien comme on en a parlé, le coaching sportif, mais coaching aussi en préparation mentale, où ça aussi c'est une spécialité, la préparation mentale des sportifs, comme tu en as parlé au départ. Donc il y a beaucoup de spécialités finalement. Il y a maintenant celui on en entend beaucoup parler, le coaching scolaire, pour aider les enfants et les adolescents dans leur cheminement à l'école. Donc oui, il y a plein de spécialités, c'est très intéressant et en fait après les domaines, comme tu dis, Sabine, sont vraiment très variés. Ça dépend vraiment de chaque client. Alors, on a une question, une intervention de Karine qui dit bien définir son projet et l'accompagner vers sa pleine révélation. Oui, tout à fait. C'est exactement, c'est une des définitions du coaching. Hein. Définir son projet avec le client, le clarifier et l'accompagner pour qu'il révèle finalement ses ressources et ses ressources et ses talents. Donc Victor nous pose une question. En cas de mauvaise orientation, quel est le processus de développement du projet justement? Alors, en cas de mauvaise orientation, j'ai perdu le fil. Quel est le processus du développement du projet justement? Le processus de développement, Victor, je réponds. Oui, vas-y, Sabine, je t'en prie. En fait, et ça arrive bien souvent, hein, moi j'ai coaché notamment par deux fois des jeunes filles qui s'étaient trompées de voie ou en tout cas avaient l'impression ou se posaient des questions à un moment donné de leurs études. Hein. Ça arrive finalement assez souvent, hein, surtout quand on était plutôt un étudiant régulier, avec des bons résultats scolaires. On suit le fil, on se laisse porter par les études et un jour on se dit mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi j'ai pris cette voie? Donc c'est bien de se poser la question, il n'est jamais trop tard. Et donc dans ce cas-là, le coach va rencontrer, donc va échanger avec l'étudiant, essayer de définir avec lui ses valeurs. Très important, d'abord ses valeurs, ses besoins, donc d'identifier ce qui donne sens pour lui, réellement, au plus profond de lui-même. Hein. Qu'est-ce qui est important pour lui? Quelles sont ses valeurs profondes? Parce qu'on ne peut pas faire un métier bien si on n'est pas en phase avec ses valeurs profondes. Donc déjà ces valeurs, identifier les valeurs, et puis après on va faire tout un travail autour de ces valeurs pour essayer d'identifier vraiment quelle orientation peut prendre les études. Hein, et parfois ça peut être un changement radical ou parfois ça peut confirmer finalement une voie. Oui, tout à fait. Je rajouterais juste effectivement l'alignement avec ses valeurs, où là vraiment on va travailler en questionnant, en écoute active, en bienveillance. Et puis aussi lui dire, mais franchement, qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce qui te plaît dans la vie? Si on pouvait, si on avait une baguette magique, qu'est-ce que tu souhaiterais faire? Et parfois juste ça révèle des choses que l'enfant ou l'ado a en lui, mais ne souhaite pas en parler du fait de son éducation, de ses parents. Voilà, on peut trouver ce genre de choses aussi facilement en questionnant et en discutant, vraiment en ayant cette relation collaborative qu'on a avec tout client, que ce soit un adulte ou un adolescent. Mais effectivement, pour une orientation, que ce soit pour un étudiant ou pour un adulte qui veut se réorienter, voilà, il y a à la fois l'alignement avec les valeurs et aussi qu'est-ce que j'aime faire finalement, qu'est-ce qui me fait vibrer. Et qu'est-ce que je souhaite faire? Est-ce que je peux pas trouver en moi les ressources et les moyens pour faire ce qui me plaît et vibrer dans mon métier? Pour ne pas avoir ce dont je parlais tout à l'heure, cette perte de sens au travail parfois qui arrive au bout d'un certain temps parce qu'on s'est un peu éloigné de nos valeurs, comme tu as dit Sabine, et aussi de nos goûts et de nos prédispositions.
On parle beaucoup en ce moment de sens au travail. Ça touche pas Ouais, tout uniquement à les fait. étudiants. C'est qu'un Mm. sujet là avec le confinement qui est fortement ressorti dans les échanges. Donner du sens au travail et ça concerne tout le monde. Et quand on n'est pas en phase avec ses valeurs, eh bien finalement, on manque de sens. Ouais, Donc c'est et de ce travail motivation, tout à fait. qu'on fait avec les étudiants quand ils se posent des questions sur leur voie professionnelle. Alors, je vois une autre question de Claire qui nous demande s'il existe du coaching de couple. Alors oui, enfin moi je sais qu'il en existe. Je suis pas du tout spécialisée dans ce domaine, donc voilà, je sais te répondre qu'il existe du coaching de couple. J'ai vu même, enfin sur LinkedIn, on voit des coachs qui sont spécialisés et a priori que, enfin voilà, ça fonctionne bien. Donc ils utilisent certainement, je pense, les mêmes principes que le coaching de base et en se spécialisant vraiment dans le couple. Alors là, c'est encore un autre niveau. On parlait de coaching scolaire où le coaching scolaire, c'est tripartite, c'est-à-dire qu'il y a le coach, l'adolescent ou l'enfant et le parent. Et là, c'est pareil. Vous allez avoir le coach et les deux personnes du couple. Donc, c'est encore assez différent. Moi, je connais pas du tout. Je sais pas si tu connais, Sabine, si tu t'en es déjà occupée. Non, mais on connaît une coach qui s'occupe un petit peu de ce genre de spécialité, puisqu'elle est spécialisée dans tout ce qui est j'ai oublié le terme, voilà, univers familial, en fait. Ouais, Donc, c'est ça, oui. donc en fait, elle s'attache à la constellation familiale. Donc, ça fait un terme un petit peu peut-être un peu théorique, mais constellation familiale, vraiment, elle s'est spécialisée là-dedans. Et l'idée, c'est qu'elle regarde l'histoire du couple, l'histoire de la famille, à travers aussi l'histoire un petit peu du passé, de ce qui s'est passé et de toutes les relations. Et le coaching, d'ailleurs, est né un petit peu de ça aussi. Les outils utilisés dans le coaching est né de thérapies brèves, on appelle ça les thérapies brèves, qui sont développées dans les années 50, et des thérapies systémiques, enfin, en tout cas d'approche systémique, où on regarde pas uniquement l'individu, mais tout ce qui est autour de lui. Et d'ailleurs, Karine, là, nous a fait un commentaire en nous disant, en réponse à Victor, mais on va chercher les valeurs, mais aussi les besoins, et c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que pour qu'une personne se sente bien, évidemment, on fait attention à ce qu'elle soit en phase avec ses valeurs, mais si son besoin immédiat, c'est de gagner de l'argent, parce qu'il faut qu'elle fasse vivre une famille ou tout simplement en tant qu'étudiant vivre, s'il faut qu'elle exerce pendant quelque temps un métier qui lui correspond pas vraiment, peut-être qu'il faut pas déséquilibrer la personne. Il y a les valeurs, il y a les besoins immédiats, et tout ça, il faut trouver un juste équilibre. Et c'est le rôle du coach d'accompagner son client pour que lui trouve les ressources en lui et lui trouve ses propres solutions en fait, pour trouver cet équilibre. Oui, effectivement, et pour trouver cet équilibre, comme tu le dis très bien aussi, Karine, il faut en fait qu'il puisse satisfaire ses besoins. Souvent, le mal-être réside dans le fait que il y a un de nos besoins qui nous est cher, qui n'est pas satisfait. Et donc, le coach va aider la personne parce qu'en général, la personne souvent n'arrive pas forcément à trouver en elle-même les ressources ou à savoir quel besoin n'est pas satisfait. Et donc, la relation vraiment collaborative qui va s'instaurer entre le coach et le client va permettre justement à la personne de découvrir peut-être le besoin qui n'est pas satisfait. Et une fois qu'elle aura découvert le besoin ou les besoins qui ne sont pas satisfaits, elle pourra d'elle-même décider des actions concrètes à mettre en place pour atteindre cet objectif et satisfaire ses besoins. Et c'est vraiment très important de signaler ça, c'est que dans le coaching, le client doit, à la fin du processus, il doit être autonome sur son objectif et il doit être maître de ses actions. C'est lui l'acteur, en fait. C'est lui qui va décider. Le coach, en aucun cas, ne va le conseiller, mais il va l'accompagner dans son cheminement pour vraiment qu'il trouve, donc, à la fois qu'il s'aligne avec ses valeurs, qu'il nourrisse les besoins qui ne sont pas nourris et de ce fait, qui lui crée un malaise et qui enfin va pouvoir juste être l'acteur en fait de sa vie, quoi, finalement. Alors, on a une autre question. Bonjour Anna, bonsoir Anna, merci d'être avec nous. Elle nous pose la question suivante. La démarche du coach passe-t-elle nécessairement par une meilleure connaissance de soi? Et une deuxième question, et où est la limite entre coaching et analyse? Donc, super question, merci Anna.
Écoute, si tu veux, je commence un petit peu, Oh oui, Sabine, tu je te laisse commencer. compléteras. Courage, fille. Alors, Non, non, pas du tout, parce que je non, pense que non, chacun a son avis sur la tout à fait. première question. Passe-t-elle nécessairement par une meilleure connaissance de soi? Alors, j'aime pas trop le mot nécessairement, parce qu'en fait, rien n'est nécessaire dans le coaching, hein. Le coach va accompagner, donc on force personne à faire quoi que ce soit. Mais par contre, dans notre façon, dans les outils qu'on utilise avec notre expertise, nos outils de questionnement, d'écoute active, voilà, on va établir donc ce qu'on disait, hein, cette relation collaborative. Forcément, la personne va par défaut, je vais dire, même en arrière-plan, de toute façon se découvrir elle-même et avoir une meilleure connaissance de soi. Forcément, parce que la discussion avec le coach va l'amener à avoir une réflexion sur elle-même, à se poser plus de questions finalement sur ce qu'elle est en train de faire, sur son objectif, sur comment le réaliser. Et donc, le nécessairement, dans le sens où, oui, forcément, pour moi, à la fin d'un processus de coaching, le client va mieux se connaître. Ça, c'est clair. Enfin, pour moi, c'est clair. Tu diras, Sabine, ce que tu en penses. Après, voilà, je veux pas dire nécessairement, veut pas dire on force le client à quoi que ce soit. C'est le client qui va vers là, et c'est notre échange et vraiment notre relation collaborative qui va permettre au client de mieux se connaître. Et une fois qu'il se sera mieux connu, comme je disais tout à l'heure, il va mieux connaître ses besoins, mieux connaître ses valeurs, et du même coup, mieux savoir comment atteindre son objectif, comment être aligné avec ses valeurs et comment satisfaire ses besoins. Sabine, si tu veux rajouter quelque chose avant qu'on passe à la question suivante de Anna. Tout à fait. En fait, c'est vraiment ça le coaching. Le coach va conduire son client à changer son regard sur lui-même. Et justement, pour peut-être faire référence, connaissance de soi, si on sous-entend connaissance de soi, je vais voir un psy, je vais creuser un petit peu dans mon passé, c'est vraiment la différence entre un psychologue et un coach. La connaissance de soi, c'est pas aller fouiller dans le passé pour le coach. La connaissance de soi, c'est juste faire émerger chez son client toutes les choses positives, toutes les ressources qu'il a en lui pour changer son regard sur lui-même. Une personne qui n'aura pas confiance en elle, on va parfois revenir sur le passé pour lui dire, mais au fait, qu'est-ce que tu as fait de bien dans ta vie? Qu'est-ce que tu as réussi? Ah, mais je me souviens, j'ai fait un spectacle de danse et j'étais sur scène et j'ai aimé ça. Ah, donc tu vois que tu es capable de te produire sur scène et que ce jour-là, tu as aimé ça. Et en tout cas, tu en es capable. Donc, en fait, ça conduit, c'est la connaissance de soi dans le sens vraiment découvrir les ressources en soi. On n'est pas là pour chercher des causes, comme le ferait un psychologue, par exemple, pour essayer de comprendre ce qui se passe dans son client, de comprendre le mal-être du patient. D'ailleurs, on parle de patient pour un psychologue et de client pour un coach. Tout à fait. Ouais, exactement. Oui, et c'est vrai ce que tu disais sur les ressources, les compétences. On travaille souvent justement là-dessus parce que souvent, il y a des choses qui rapidement viennent très souvent. C'est non, de toute façon, j'y arriverai jamais, je suis nulle. Ça, c'est alors le truc qu'on entend quasiment tout le temps. Soit je suis nulle, soit on m'a toujours dit que j'y arriverais pas. Donc ça, c'est des croyances, hein. Donc on va travailler avec le client pour déconstruire un peu ces croyances. Comme tu l'as dit, si on dit je suis nulle, ah bon, t'es nulle, mais alors qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Tiens, ouais, t'as eu quel diplôme? Ah, mais t'as réussi quoi dans ta vie? Et comme tu disais, Sabine, et là, la personne va se rendre compte, en fait qu'elle a fait des choses, qu'elle a réussi à arriver là d'une certaine façon, et on va l'aider à se dire, alors quand tu étais là, comment tu as fait pour rebondir? Quels outils tu as utilisés? Quelles actions tu as mises en place? Et là, la personne va se dire, ah ben oui, c'est vrai, ça va la remettre d'aplomb, en se dire, en fait, je suis capable de faire des choses finalement. Et donc, comme tu disais, Anna, là, la réflexion sur soi, c'est ça, c'est que en fait, on va travailler légèrement un peu sur le passé, mais sur les réussites du passé. Les réussites du passé, comment elles ont eu lieu et comment la personne s'en est sortie, pour faire ressortir les ressources que chaque personne a en soi, mais que parfois on a du mal à faire sortir tout seul. Et donc l'accompagnement du coach permet ça. C'est un révélateur en fait, hein, un facilitateur. C'est ça. Alors, c'est ce que dit Claire, elle dit que le coach s'attache au comment plutôt qu'au pourquoi. Exactement. On est sur le comment pour essayer de faire émerger ces ressources. On ne va pas dire au client pourquoi vous avez réussi, on va dire mais comment vous avez fait pour réussir cette chose-là dans votre vie. Et est-ce que vous l'avez réussi à cette période-là? Est-ce que là, dans l'objectif que vous voulez atteindre,
vous pourriez pas refaire le même style d'action? Est-ce que voilà? Et donc petit à petit, il va creuser et ça va être ça va être intéressant. Je reviens sur la deuxième partie de question de Anna qui disait où est la limite entre le coaching et l'analyse. Donc là, c'est aussi une question qu'on pose souvent. Juste je commence si tu veux, Sabine. Il y a une chose très importante entre ce qu'on va dire le psychologue ou le psychiatre et le coaching, c'est que bon déjà le psychologue, le psychiatre va exclusivement s'occuper de personnes qui ne se sentent pas bien. Comme on disait tout à l'heure, c'est pas exclusivement réservé au coaching, parce qu'en général, on va voir un psy parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Ensuite, ils n'ont pas forcément un objectif précis. En coaching, si quelqu'un vient me voir en me disant mon objectif c'est d'être heureux dans la vie, je vais discuter avec lui, on va faire plusieurs séances pour affiner son objectif. Parce que moi, en tant que coach, je ne pourrais pas l'aider à en globalité être heureux dans sa vie, mais par contre, on va s'attacher à un objectif précis. Je vais lui dire mais qu'est-ce que ça veut dire pour vous être heureux dans la vie? Plusieurs questions comme ça qui vont amener le client à dire ce qu'il veut vraiment, qu'est-ce qui va le rendre plus heureux finalement dans la vie. Et l'objectif qui sera clarifié avec le coach, ce sera un objectif précis. Et la deuxième chose aussi avec la différence entre l'analyse et le coaching, c'est que c'est sur une durée limitée. Donc c'est un objectif précis, clarifié avec le client, sur une durée limitée, c'est-à-dire c'est 8-10 séances, parfois 12, parfois moins de 8, ça dépend de l'objectif et de l'avancement. Donc c'est une durée limitée, un objectif précis, alors que sur l'analyse, vous pouvez voir un psychologue ou un psychiatre sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Le but du coach, ce n'est pas un accompagnement à long terme, mais c'est un accompagnement à court terme sur un objectif précis, concret, et sur la mise en place d'actions concrètes pour réaliser cet objectif. Et rendre le client autonome, justement, et non pas dépendant, comme dans une analyse, finalement, où personnes sont accompagnées sur vraiment un long terme. Alors, je compléterai juste en disant un psychologue, un psychiatre ne pas non plus chercher à ce que son client son patient devienne complètement dépendant. Le but du psychologue psychiatre, c'est pas qu'il soit dépendant, mais en tout cas, il y a un travail sur du long terme, sur l'analyse des causes, le pourquoi, et comme le disait tout à l'heure encore en lisant en commentaire, c'est vraiment sur le comment. Le coach se positionne sur le comment. Et donc, effectivement, il va être sur un objectif précis. Et ça, c'est quelque chose qu'on explique bien lors de l'entretien préalable. Avant d'entamer un processus de coaching, on fait un entretien préalable avec notre client. On lui explique ce que c'est qu'un processus de coaching. Et il arrive parfois que c'est pas ce que recherche le client. Le client recherche parfois un accompagnement qui répond plutôt à un accompagnement qui relève d'un psychologue ou d'un psychiatre. Donc ça, on lui dit, il faut être très très clair avec le client parce que c'est important, c'est très important. On est dans le bien-être. Et alors là, je vois d'ailleurs la question de Benjamin, mais je vais te laisser répondre. Comment peut-on coacher une personne qui sait pertinemment qu'elle en a besoin, mais qui refuse de se faire épauler? Merci de me passer cette question, Sabine. Je suis ravie. Alors en fait, on ne force jamais une personne à être coachée. La base du coaching, c'est que la personne doit être volontaire. Parce que volontaire veut dire qu'elle va s'investir dans la relation, elle va se confier quelque part. Enfin, on va parler avec elle. Donc, si au départ, elle peut savoir pertinemment qu'elle a besoin d'aide, mais si elle refuse de se faire épauler, on ne pourra rien faire. C'est-à-dire que nous, en tant que coach, on pourra faire quelques entretiens. Ça arrive parfois. Moi, c'est m'est arrivé, certains clients, où on commence sur une problématique assez claire, on clarifie l'objectif. Et puis, alors, c'est pas quelqu'un qui va refuser d'être épaulé, mais il va mettre des actions en place qu'il va jamais faire, par exemple. Voilà, il va dire oui, je vais le faire, et puis la séance suivante, il n'a rien fait. Et donc, quand ça dure sur plusieurs séances, au bout d'un moment, on lui dit, mais alors, est-ce que finalement vous êtes bien avec ce que vous faites aujourd'hui, ce que vous êtes, ou est-ce que vous voulez vraiment changer quelque chose? Parce que je vois que vous n'avez pas, que vous n'avez pas mis en place les actions que vous aviez décidé vous-même de mettre en place. Et donc, c'est à ce moment-là, soit la personne réagit et a vraiment
envie de continuer et d'avancer, et à ce moment-là, elle va se réveiller et mettre les actions en place, soit finalement, ben non, elle n'y arrive pas, et nous, on va pas pouvoir aller plus loin. C'est-à-dire que si la personne ne se met pas en action, n'arrive pas à trouver en elle les ressources nécessaires, et puis ne décide pas d'elle-même de se mettre en action, ben on pourra dire, ben, désolé, mais moi, mon rôle de coach va s'arrêter là, je ne peux pas aller plus loin. Maintenant, c'est à vous de vous mettre en action. Voilà, c'est des choses. Si vous décidez de faire des actions, eh bien, faites-les et allez en avant, enfin voilà, allez de l'avant. Donc, pour répondre à ta question, Benji, je dirais que quelqu'un qui refuse de se faire épauler, nous, en tant que coach, on peut pas l'obliger. C'est forcément une démarche volontaire quand on décide d'être coaché. Je sais pas si Sabine, tu veux rajouter quelque chose? Non, mais c'est exactement ça. Et d'ailleurs, le problème peut se poser en coaching de couple ou en coaching scolaire. On le sait, hein, et même les thérapeutes le savent aussi. On ne peut pas accompagner quelqu'un en le forçant. Donc, voilà, c'est ce qu'on appelle, nous, le rapport collaboratif en coaching. Hein. C'est que ça fait partie des règles déontologiques. Hein. On ne peut pas forcer quelqu'un à l'accompagner, et donc, il faut être très attentif à ça. Et il faut savoir dire stop, hein. Il faut savoir dire, écoutez, là, je pense qu'on est dans une impasse, on réfléchit, et puis peut-être que la personne peut revenir vers nous, vers un autre objectif, mais il y a aussi peut-être de la responsabilité du coach aussi, hein, parfois, hein, si on a mal défini l'objectif de départ, si on se perd un petit peu dans l'objectif, donc c'est à nous aussi, coach, à être vigilants. Très bien. Merci Sabine pour ce complément. Alors, on a bientôt terminé. Oui. On va regarder un peu les commentaires très intéressants. Oui, donc comme tu dis Claire, effectivement, le coach a besoin de l'engagement de son client, c'est ce qu'on disait. Voilà, il ne peut pas forcer son client à être coaché. Donc Thierry, bonjour Thierry, merci de nous avoir rejoints. Donc le coach a un rapport d'égalité. Le psy appelle son sujet patient, qui implique qu'il a le pouvoir de guérison d'une blessure externe au sujet dont lui seul a la réponse. Effectivement, ce qu'on a dit aussi, je crois que tu l'as dit Sabine tout à l'heure, c'est que le psy c'est un patient, nous c'est un client. Et d'ailleurs en général, normalement, le coach fait signer un contrat au client. Par rapport au psy, il fait signer un contrat qui va vraiment encadrer le processus de coaching avec vraiment le code de déontologie, la règle des 3 P qui est la protection, puissance et permission, des choses qui vont faire que le rapport collaboratif va être clair et j'arrive pas à trouver mon mot, va être équilibré finalement et chacun connaissant le cadre du coaching. Alors on a Benji. Donc, par exemple, cette année, j'avais du mal à m'intégrer. J'étais obligée de travailler avec une personne dont sa timidité, limite maladif, l'empêche d'être autonome et de prendre des décisions. Elle refuse de se faire aider et se renferme. J'avais donc l'impression de me retrouver tout seul pour les devoirs ou les exposés. Ma première question est comment s'intégrer sans avoir la peur d'être mal vue. Et ma deuxième question est comment gérer ce genre de personnes timides situation. Wow, alors là, on rentre dans un grand... je ne sais pas si on va pouvoir... Là, il est déjà 33. Oui. C'est très intéressant, Benji, franchement. Refuse de se faire aider. Comment s'intégrer sans avoir peur d'être mal vue. Ouais. Eh ben, s'intégrer sans avoir la peur d'être mal vu, ça fait vraiment appel à tout ce qui est croyance, tout ce qui est culture et éducation dans lequel on baigne tous les jours. Si on a toujours entendu certaines phrases, ça rentre dans notre esprit et on a du mal à s'en sortir. Le fait d'être mal vu, c'est très très fréquent. Ou voilà, qu'est-ce que vont dire les autres. Ça, en coaching, on travaille aussi là-dessus. On travaille en fait sur ce qu'on appelle un peu la déconstruction finalement des croyances. C'est-à-dire qu'on démolit rien. On fait réfléchir le client sur ce qu'il a vécu, sur pourquoi il a du mal, par exemple, avec le regard des autres. Qu'est-ce qui le gêne? On va creuser en fait les questions. Pourquoi dit-il je suis nul ou j'y arriverai jamais? Ah bah oui, mais parce que dans mon enfance, on m'a toujours dit ça. De toute façon, mes parents m'ont toujours dit que j'arriverais jamais à faire des études supérieures, par exemple. Il y a plein de choses comme ça sur lesquelles le coach va travailler avec le client. Le client va s'investir et va vraiment creuser de ce côté-là pour essayer de déconstruire ses croyances et de remanier en fait son regard, ses façons de voir le regard des autres, quelle importance ça a sur moi finalement. Qu'est-ce qui me pose un problème sur le fait que les gens me regardent ou est-ce que j'interprète pas finalement les regards aussi. Ça, il y a
parce qu'on est tous, les croyances et les, comment dire, les croyances, l'éducation et la culture nous mettent en fait un filtre dans notre regard. Et donc, en fait, ce filtre biaise complètement et nous permet d'interpréter finalement, par exemple, le regard des autres. On va dire, oh, cette personne me regarde, j'ai l'impression qu'elle m'aime pas. Mais qu'est-ce qui nous fait croire qu'elle ne m'aime pas? Est-ce qu'on lui a demandé? Enfin voilà, tout ça c'est un processus, c'est assez long. Hein, donc on répond un peu rapidement, Benji. Je pense que Sabine va peut-être répondre un peu plus aussi si tu veux compléter, parce qu'après on va être à la fin Non, oui, là on va bientôt arrêter. Juste pour compléter pour Benji, sur sa deuxième question, hein, comment gérer le genre de personne timide situation. Encore une fois, si la personne ne veut pas se faire aider, on ne pourra pas vraiment l'aider. D'accord. Donc, il faut qu'elle prenne une prise de conscience personnelle. Ça peut prendre du temps. Donc, il faut aussi accepter parfois que la personne qu'on a en face de nous ne veut pas se faire aider et elle a besoin de faire son chemin. Nous, il arrive parfois, moi j'ai suivi une personne qui a vraiment besoin d'être aidée au niveau psychologique pour le coup. Je ne pouvais rien faire pour elle. Mais le fait d'avoir fait 2 ou 3 séances de coaching avec elle, elle a fini par réaliser que le coaching, c'était pas vraiment ce qui lui correspondait. Là, elle a dit, je vais reprendre mes séances de psy. Et donc, elle est retournée voir son psychologue. Donc, parfois, voilà, c'est vraiment, et c'est pas facile. Donc, une personne très timide, il y a que son entourage, peut-être ses amis, et peut-être qu'un jour, elle va finir par entendre qu'elle a besoin d'aide. Mais c'est pas si simple. Juste, ouais, je pense pour finir, Benji, la seule chose que tu peux, si toi tu veux lui apporter de l'aide finalement, c'est de la bienveillance et de l'écoute finalement. Voilà, ne pas réagir peut-être comme les autres si les autres la regardent de travers ou autre, mais la seule aide qu'on peut apporter sans forcer quelqu'un à être coaché, c'est tout simplement la bienveillance, l'écoute active et l'empathie pour que la personne se sente mieux, ait plus confiance en elle et petit à petit arrive à s'extraire de cette coquille finalement. Alors, écoutez, ça passe très très vite. Hein. C'était un premier essai. On est très très content de vos réactions et de vos remarques. On va être obligé de se quitter parce qu'on a déjà dépassé notre limite de 7 minutes. C'était un réel plaisir. Désolée si on a. Alors, je pense qu'on a vu toutes les questions. Merci à tous pour vos commentaires. Donc, de toute façon, ce live va être diffusé, va être enregistré et va être sur Facebook. Donc, vous pouvez le revoir ou si des personnes que vous connaissez n'ont pas pu y assister pourront le revoir. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sabine. Moi, j'ai vraiment adoré ce moment, donc j'espère que très très bien. À refaire finalement. On va laisser passer cet été, voilà, pour chacun se reposer, les vacances, et on essaiera de reprogrammer à la rentrée un nouveau live sur un autre sujet. Alors, n'hésitez pas à mettre en commentaire de ce post ou sur nos Facebook respectifs à Sabine et moi. N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires, peut-être des thèmes sur lesquels vous voudriez qu'on travaille, des thèmes que vous voudriez qu'on aborde, des interviews ou autres. Et puis, on se dit à très bientôt. Merci à vous. Et puis, à très bientôt, Sabine. À très bientôt. Belle soirée à tous. Au revoir.